Chers curieux et curieuses, bonjour. Je vous avais donné dans une autre vidéo mon conseil de l'ordre de lecture des ouvrages de Zecharia Sitchin, 12 au total, dont je suis le traducteur pour la francophonie. Je suis Olivier Magnan. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser guider dans le tout premier ouvrage que Zecharia Sitchin ait composé en 1976, paru aux États-Unis, La 12e planète, bien sûr, son livre le plus connu, The 12th Planet. Or, c'est l'un des titres de celui qui fut mon ami et que j'ai traduit parmi les derniers. Ça me tenait à cœur parce que deux traductions avaient été publiées auparavant qui manquaient de précision et qui, n'en déplaise à mes confrères traducteurs, ne rendaient pas réellement le style de l'auteur. Avec ce premier ouvrage qu'il publie à 56 ans, après avoir passé des années à parcourir le monde en quête d'indices et de vérifications, il se lance dans le vide, vraiment. Et le public américain est assez séduit par ce chercheur hors norme, un chercheur de qualité, même si, comme partout dans le monde, la communauté scientifique le fustige allègrement. Interdiction de publier si l'on n'est pas issu du giron de la science. Or, Zecharia Sitchin n'écrira jamais rien sans avoir vérifié au préalable, sur place ou à travers les documents qu'il consulte, la validité de ses assertions. Dans la 12e planète, et sans complexe, notre auteur expose sa théorie. Depuis tout jeune, alors qu'il a étudié à l'école juive les textes hébraïques de la Bible, il n'arrive pas à admettre que le monde se soit créé en 7 jours, ni que l'on traduise sempiternellement, les exégètes hébraïsants traduisent le vocable néphilim, qui signifie littéralement ceux qui ont été amenés en bas, par le terme de géant. Alors, c'est un gamin, il énerve beaucoup son prof qui le remet un peu à sa place en disant Sitchin, c'est comme ça, arrêtez vos questions stupides. Sitchin explique dans un livre à part une compilation d'écrits inédits et variés réunis par sa nièce, Janet Sitchin, et que j'ai eu le plaisir de traduire aussi, qu'il m'a fallu, je vous cite le passage, il m'a fallu 30 ans de recherche, un retour aux sources anciennes, une acceptation de leur littéralité pour recréer dans mon propre esprit un scénario sans faille et plausible des événements préhistoriques. La 12e planète, dès lors, s'efforce d'offrir au lecteur un récit capable de délivrer des réponses aux questions précises qui relèvent du quand, du comment, du pourquoi et de l'origine. Les preuves que je produis passent avant tout par les textes anciens et les images mêmes. Et c'est cet exposé rigoureux que l'auteur américain détaille dans son premier livre, en se fondant toujours sur les épopées sumériennes, et notamment les 7 tablettes dites de la création. Or, c'est un récit grandiose, composé en cunéiforme, que les scribes qui les gravent tirent bien sûr d'une tradition orale venue du fond des âges, et ces serviteurs des prêtres de la première civilisation humaine connue, qui remonte à 2000, 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, décrivent et dénomment la naissance des dieux au nombre de 9, comme les 9 planètes du système solaire. Et leur apparition coïncide pleinement avec la création désormais bien connue du système solaire. Je vous donne un aperçu. Ce sont d'ailleurs les premières lignes de la première tablette de l'épopée de la création. Je vous donne un aperçu de la façon dont les scribes écrivaient. Quand les hauteurs du ciel n'avaient pas encore de nom, quand dessous la terre ferme n'était point nommée, il n'était dans le néant qu'Apsu, leur procréateur, Mummu et Tiamat, elle qui les porte à tous, leurs eaux étaient mêlées. Apsu, le soleil, Mummu, Mercure, la première planète créée autour du soleil, et Tiamat, ce qui allait devenir la Terre. Alors comment est-il possible qu'en une si haute antiquité, les hommes aient connu la genèse du système solaire et les 9 planètes qui gravitent autour du Soleil? Je vous rappelle que Pluton ne fut la dernière planète à l'extérieur, ne fut découverte qu'au 20e siècle, pardon, et déclassée depuis du titre de planète par l'Union astronomique internationale en raison de sa taille. Or, les écrits sumériens, qui connaissent d'une façon inexpliquée les 9 planètes du système solaire, en décrivent et en imaginent
une de plus qu'il nomme Nibiru. Dans la 12e planète, Sitchin publie la représentation d'un cylindre saut, cette image-ci que vous allez voir en plus grand, en plus détaillé. Et ici, là, très exactement, on a une représentation du système solaire absolument ébouriffante, puisque on retrouve autour d'Apsu, le Soleil, les 9 planètes connues maintenant, aujourd'hui, au XXe siècle. À l'époque de cette haute antiquité, étaient particulièrement invisibles aux yeux des hommes. Alors au passage, pourquoi 12e et non pas 10e à l'époque où écrit Sitchin? Mais parce que les auteurs des épopées comptaient, outre les 9 planètes, tous les membres du système solaire, le Soleil et la Lune de la Terre, pour des raisons que vous découvrirez. Soit 11 membres, plus 1, la 12e planète. C'est une planète géante qui orbite depuis la nuit des temps autour du Soleil et dont on est à peu près sûr de l'existence désormais, mais c'est une planète à l'orbite terriblement allongée, très inclinée par rapport à l'écliptique et que l'on ne voit toujours pas en raison de son éloignement, bien sûr. Quand il faut une année par convention à la Terre pour tourner autour du Soleil, il en faut près de 4000, 3600 exactement, d'après la traduction des tablettes. Il en faut 3600 à la 12e planète, Nibiru, qui signifie littéralement la planète du croisement. À partir de ce constat, dont tous les sumérologues valident la traduction, à condition d'admettre que les dieux des tablettes sont bel et bien des planètes du système solaire, Zecharia Sitchin va s'appuyer sur le reste de l'épopée en partant du principe qu'il ne s'agit pas du tout de poésie ou de mythologie ou de mythe, mais bel et bien la description de la formation mouvementée du système solaire, un processus que les astrophysiciens du XXIe siècle n'ont pas même compris, faute d'avoir admis jusqu'à présent l'existence d'une 12e planète. Cette 12e planète qui est aujourd'hui, je le rappelle, une quasi-certitude. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre, j'aimerais seulement vous inciter à vous y plonger et à forger votre opinion. Je me dis seulement une chose. Voilà une civilisation, celle de Sumer, qui semble avoir eu accès à une connaissance inouïe, la création du système solaire avec sa planète supplémentaire. J'avais sous-titré la 12e planète, les Sumériens l'annonçaient, la science vient de la redécouvrir. Or, d'autres épopées de la même époque, ou presque, décrivent cette 12e planète peuplée par des géants par rapport aux petits humains, les Anuna, issus de la planète An, l'autre nom de Nibiru, une civilisation des hommes et des femmes capables de voyager dans l'espace et qui ont donc pu atterrir sur Terre et dont les épopées décrivent la venue sur Terre et ce qui s'ensuivit, la création de l'espèce humaine. Alors, c'est violent, c'est fou, c'est inadmissible pour 99% des 7 milliards d'êtres humains, mais ce n'est absolument pas impossible. Lisez, critiquez, et tiens, pourquoi pas, donnez-moi votre avis. Je suis comme vous, dubitatif et ouvert, mais armé d'une certitude. Zecharia Sitchin, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai correspondu pendant des années, n'a rien, vraiment rien, d'un complotiste ni d'un illuminé. Alors à très bientôt pour explorer d'autres ouvrages de Zecharia. Merci et à bientôt.